À Paris, se loger est devenu un luxe inaccessible pour des milliers de personnes. Certains sont salariés, accumulent des petits boulots et ne s'en portant pas en mesure de s'offrir un toit décent. C'est le cas d'Yvan et de Victoire, deux travailleurs précaires qui vivent, vous allez le voir, dans des conditions déplorables. Immersion dans l'univers du mal logement à découvrir dans ce reportage. Chaque jour, le même rituel. À son retour du travail, Yvan allume son ventilateur et se désaltère. Veilleur de nuit, il a beaucoup de mal à dormir 2 jours dans sa petite chambre installée sous les combles d'un immeuble parisien. Voilà, c'est l'endroit où je regarde la télé, où je mange, où je fais tout. Hein. S'il y a un invité, on s'assoit tous les deux dans le lit, ou des fois là, mais voilà, le lit, c'est la pièce principale d'ici. Surface totale 6,83 m² pour un loyer mensuel de 370 €. Mais sans bail, car la propriétaire sait bien qu'il est interdit de louer moins de 9 m². Yvan y habite pourtant depuis près de 10 ans. Malgré ses 2 emplois en CDI, il dit ne pas arriver à trouver autre chose. Je gagne le SMIC en fait aussi. Ça aussi, ça m'aide pas. Je n'ai pas de garant, je n'ai pas de famille en France, donc voilà. Ce n'est pas vraiment un choix d'être ici. Victoire aussi n'a pas choisi son logement. À 67 ans, elle gravit plusieurs fois par jour les 6 étages de son escalier de service. Et tout ça pour se retrouver dans sa chambre de 7 m² et demi. Là, j'ai une petite cabine de douche qui est à ma portée. Voilà. Et là, je fais cuire le petit déjeuner. Venue de Madagascar en 2011 pour faire le ménage chez une famille locataire dans l'immeuble, elle a bénéficié de ce local de fonction. Mais il y a 2 ans, la famille a déménagé et la propriétaire cherche depuis à l'expulser. Victoire, qui craint de se retrouver à la rue, s'y accroche même si elle passe le plus clair de son temps dehors. Je ne vis presque pas ici. C'est comme une petite étape, c'est tout. Prochaine étape pour Victoire, comme d'ailleurs pour Yvan, ce serait que leur logement soit reconnu comme impropre à l'habitation. Un arrêté qui contraindrait les propriétaires ou à défaut l'État à les reloger dans un logement décent. Et l'insalubrité de ces logements que l'on vient de voir, Jonathan Serrero, ça tranche quand même avec la propreté des habitations que l'on offrait à ceux qui étaient les plus modestes au début du XXe siècle. Oui, la France de 2016 aurait beaucoup à apprendre de celle de 1890 en matière d'urbanisation, d'accueil des plus défavorisés et d'intégration des immigrés, notamment à la lumière de l'actualité. Et on va se rendre d'ailleurs tout de suite à la Plaine Saint-Denis, ville située en bordure du périphérique nord de Paris. C'est là-bas que se situe La Ruche. La Ruche, c'est le nom donné à ce groupe de 66 logements et de 21 pavillons qui ont été construits entre 1893 et 1896 pour accueillir à l'époque les ouvriers polonais, espagnols ou italiens. Car à l'époque, la Plaine Saint-Denis est considérée comme un cœur industriel qui fait vivre toute la région. Et avant la construction de ces logements, les ouvriers vivaient dans des conditions absolument insalubres et dans des conditions aussi d'hygiène déplorables, des conditions de vie très difficiles qui faisaient craindre aux autorités de l'époque et au président de la République de l'époque, Sadi Carnot, de voir donc tous ces ouvriers prendre fait et cause pour les mouvements anarchistes en vogue à l'époque, comme on peut le lire d'ailleurs dans Germinal d'Émile Zola. Et à l'époque, la France sort aussi de la Commune de Paris de 1871 et cet épisode de l'histoire marquante de l'histoire française est à l'époque bien marqué dans les esprits des autorités de l'époque. Et c'est donc dans ce contexte que La Ruche voit le jour, et pour le plus grand bonheur d'ailleurs des ouvriers immigrés. En tout cas, 123 ans après sa sortie de terre, eh bien, le quartier fait peau neuve, mais n'a rien perdu de ses spécificités. Oui, Valérie, ce qui constituait à l'époque les premiers habitations bon marché propose toujours des logements à bas coût, puisque les loyers de La Ruche oscillent entre 255 et 364 €. Et La Ruche vient de se refaire une petite beauté. Il aura fallu 18 mois de travaux pour rénover tout le quartier. Un quartier qui, 123 ans plus tard et 123 ans après sa création, attire toujours des populations aussi variées que des ouvriers, des familles, des jeunes ou des célibataires. On écoute d'ailleurs cet historien du logement social nous vanter les mérites du quartier. Ici, vous êtes dans une cité idéale pour l'époque, idéale au point de vue confort,
Idéal parce qu'il y a les WC intérieurs, parce qu'on a l'eau courante. Idéal parce qu'elle est conçue pour être une circulation agréable et une petite cité-jardin, avec chacun sa parcelle de terrain bien entendu. Et la hausse des prix de l'immobilier ne concerne pas seulement Paris, mais sévit aussi les plus grandes capitales de la planète. Exemple à New York, où les tarifs des appartements ont explosé ces dernières années. Pourtant, la mairie de la Big Apple souhaite pouvoir accueillir en son sein des personnes aux revenus plus modestes. Pour cela, les autorités locales ont mis à leur disposition des mini-logements de 24 à 32 mètres carrés, vous allez voir, à des prix attractifs. Une solution à moindre mal pour s'offrir une vie au milieu des buildings. Regardez. New York, une ville au loyer vertigineux. Devant l'explosion des prix de l'immobilier, certains promoteurs ont décidé de construire des micro-appartements. Dans cette usine de Brooklyn, une cinquantaine d'appartements préfabriqués sont en cours de montage. L'immeuble de 9 étages va être assemblé à Manhattan dans quelques mois. Avec leur cuisine équipée, balcon intégré et une hauteur sous plafond de 3 mètres, ces unités d'habitation ont tout pour séduire et pour compenser une surface comprise entre seulement 24 et 34 mètres carrés. Les gens qui ont besoin de ce genre d'appartement sont pour l'instant obligés de se débrouiller. Ils divisent une chambre existante pour ajouter une pièce, ils installent eux-mêmes des murs intérieurs ou des partitions, ils transforment les appartements existants pour les adapter à leurs besoins, parfois de manière illégale. Jusqu'à récemment, la mairie interdisait la construction d'appartements inférieurs à 37 mètres carrés, jugés trop petits pour une famille avec enfants. Mais devant le nombre croissant de célibataires à New York, ces surfaces familiales sont de moins en moins nécessaires. Il suffit de regarder comment les gens vivent réellement et prendre en compte tout ce qui arrive pour s'installer. Et on arrive vite à la limite de ce qui est faisable dans la ville. En augmentant la densité et en construisant des appartements plus petits, on peut loger plus de monde et aussi vraiment s'adapter au mode de vie des gens d'aujourd'hui. Signe de l'enthousiasme du secteur immobilier, le projet pilote autorisé par la mairie a vu un nombre record de promoteurs présenter leur dossier. En fait, New York est en retard dans la construction de petits appartements. Partout aux États-Unis, à Seattle, Boston, San Francisco, Washington, vous avez déjà des micro-appartements en construction ou déjà finis avec des gens qui habitent dedans. Loger plus d'habitants dans des appartements moins grands, le défi est d'envergure pour une ville qui continue de grandir. D'ici 20 ans, New York aura environ 1 million d'habitants en plus, avec pour l'instant peu d'endroits pour les loger. Je vous propose de rester aux États-Unis où la crise de l'immobilier des années 2007-2008 semble oubliée dans de nombreuses grandes villes américaines comme Orlando en Floride. Les prix des logements ont explosé et acheter devient de plus en plus difficile. Maurice, reste une solution, la location à des prix absolument exorbitant. Ah oui Valérie, on avait coutume de décrire la Floride comme un paradis terrestre. Il faut dire qu'il s'agit du seul État des États-Unis qui proscrit l'imposition sur les revenus, sans compter bien entendu un climat idyllique toute l'année. Mais la réalité est quelque peu différente. Les salaires pour la plupart liés à l'industrie touristique sont saisonniers et très moyens. Et le revenu médian est le plus bas des États-Unis. Résultat, pour se loger à Orlando, certains couples sont contraints d'investir une grande partie de leurs revenus. Écoutez un tout nouveau locataire. Nous cherchions un appartement avec 2 chambres et 2 salles de bain. Et la plupart pouvaient coûter entre 2 000 et 3 000 $. 2 000 à 3 000 $ de loyer, Maurice, c'est incroyable. Donc on sait que justement le revenu moyen là-bas, ça tourne autour de 3 à 4 000 $. Donc ils y mettent quasiment tout leur salaire. Oui Valérie, ça vous rappelle un peu la situation qu'on vit ici à Tel Aviv, avec des loyers pour un 2 pièces à 2 000 $ et des revenus qui ne sont pas non plus très élevés. Alors la hausse vertigineuse des loyers à Orlando est le résultat d'une demande en pleine explosion sur le marché locatif. Après la crise, vous l'avez dit, de 2007-2008, les banques ont en effet durci les règles pour emprunter, rendant compliqué l'accès à la propriété. Et pour l'heure, l'offre de logements à l'achat reste inférieure à la demande, même si de nombreux chantiers sont en cours. Encore une fois, ça nous rappelle un peu ce qui se passe dans cette région. Alors, résultat, tout le monde veut louer et les prix à la location s'envolent. Écoutez un promoteur. 2014 a vu un vrai changement pour la société américaine. Il y a 10 ans, l'achat d'immobilier était vu comme un but ultime. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont contraints à louer.
Voilà, alors le problème c'est qu'il y a très peu de loyers abordables et un logement abordable, c'est un logement qui ne dépasse pas 30% du salaire du locataire. Très peu de personnes, en tout cas à Orlando, répondent à ce critère. Et considéré comme un pays pauvre, l'Éthiopie cherche à se défaire de cette lourde réputation. Dans sa quête vers le redressement, les dirigeants ont décidé de détruire les taudis situés en périphérie de la capitale, Addis Abeba. Les habitants de ces maisons de tôle vont ainsi être relogés dans des habitations HLM aux conditions plus décentes. On regarde. Détruire les chicabettes, les taudis de la capitale Addis Abeba pour les remplacer par un nouveau centre d'affaires, c'est l'objectif du gouvernement éthiopien dans ce quartier de Kazanche. Getnesh Amare est femme de ménage. Cette mère de 4 enfants va devoir partir pour s'installer dans un condominium ou condo, version éthiopienne du HLM. Ils sont venus de nombreuses fois pour nous forcer à partir. Ça ne me plaît pas. Mais je vais être obligée de déménager. Le condo est devenu un symbole de développement. Les autorités éthiopiennes veulent débarrasser le centre-ville des miséreux. L'idée principale de notre plan de développement de la ville, c'est de créer un endroit vivable pour tous les habitants d'Addis. Nous devons créer plus de routes et plus d'espaces verts. En tant que ville qui représente l'Union africaine, notre ambition est de créer une ville moderne. Mais la modernité a un prix. Pour acquérir l'un de ces appartements, les futurs propriétaires doivent verser un apport équivalent à 10% du prix total, soit entre 5 et 25 000 $. Et pour ce qui est du crédit, dans un pays où le salaire mensuel est souvent inférieur à 100 $, les remboursements sont vite inabordables. Pour ceux qui peuvent se le permettre, on peut avoir une bonne vie ici, avec toutes les commodités. Mais pour les gens qui ont peu de revenus, c'est difficile. Topio a été l'une des premières à emménager dans cet immeuble, elle aussi contrainte et forcée. Et aujourd'hui, elle peine à rembourser les mensualités. Mais d'autres habitants, en revanche, sont bien contents, eux, d'avoir quitté leur ancienne maison.